On va débuter cette première journée, cette journée, en vérité, cette journée de conférence par M. Thierry Bernard, qui va venir nous présenter le sujet sur les retours d'expérience sur la simulation réaliste 4D de tir de mine. M. Bernard est un ingénieur en mécanique et possède un doctorat en géodynamique des roches. Il a commencé sa carrière comme responsable du service mine du groupe de carrière du sud de la France en 1990. En 1992, il devient consultant en sauvetage à l'international. En 1994, M. Bernard fonde Delta Cap International, une société pionnière dans le domaine des détonateurs électroniques, et fut ensuite directeur de la division détonateurs électroniques de BME en Afrique du Sud en 2003, de 2003 à 2007. Depuis, M. Bernard dirige Thierry Bernard Technologies, une société spécialisée dans la simulation numérique et l'optimisation des tirs de mine. M. Bernard. Merci Pierre-Luc. Est-ce que tout fonctionne? Tout est numéro 1. Impeccable. Bonjour à tous. Comme les autres années, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour partager avec vous un peu de technologie. Bien évidemment, comme l'a dit Francis, cette année, ça se fait à distance et les échanges autour du café seront peut-être un peu différents. Mais j'espère qu'en tout cas, on arrivera quand même à partager au cours des questions-réponses. Alors, au cours des dernières années, vous avez dû remarquer que je vous ai souvent présenté des sujets sur la simulation des dynamitages, hein, qui est un sujet que je trouve passionnant. Et aujourd'hui, je vais vous faire un peu le point sur les dernières technologies en termes de simulation des tirs de mine, ce qu'on appelle la simulation 4D réaliste. Et pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par vous présenter un tout petit voyage dans la simulation numérique pour remettre en perspective cette technologie. Alors, c'est une technologie qui a pris son essor après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, où les nations tentaient de mettre au point ou de perfectionner l'arme nucléaire. Et quand on regarde un essai nucléaire comme ça et qu'il faut faire une expérimentation sur le terrain, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. C'est une opération qui est très complexe intellectuellement et qui nécessite beaucoup d'énergie à mettre sur le terrain pour organiser ça et faire un essai de manière sécuritaire. La conséquence d'une expérimentation terrain, et là c'est poussé à l'extrême, c'est qu'effectivement, il y a toujours des implications sécurité et des risques associés, et ce qui est bien sûr le cas dans le dynamitage. Lorsqu'on fait de l'expérimentation terrain, on est confronté à un phénomène qui est lié aux deux premiers points, la complexité de l'organisation de l'expérimentation terrain et le risque qui est associé, qui fait que ça va prendre du temps et que le processus essai-erreur qu'on doit mener pour trouver finalement les bonnes conditions peut prendre du temps parce qu'il est rare que ce soit la première expérimentation qui nous donne les bons paramètres. Donc la conséquence de tout ça, vous en doutez bien, c'est que le fait que ça soit complexe, risqué et que ça prenne du temps, c'est que ça peut coûter très cher. Et c'est là que la simulation numérique a pris son essor, parce que la simulation numérique, là, d'une détonation nucléaire comme ça, finalement, ça va être un peu moins complexe. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va transformer la complexité de terrain en une complexité numérique. Donc, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est beaucoup moins compliqué que d'aller le faire sur le terrain et de l'organiser. Pour ce qui est de la sécurité, là, il n'y a pas photo. Hein. On est très serein lorsqu'on fait de l'expérimentation numérique. Ça se fait dans un cadre très confortable et on fait prendre de risques à personne, si ce n'est à faire surchauffer un peu son ordinateur, mais à peine plus. Pour ce qui est de la rapidité d'exécution,
On gagne aussi beaucoup en rapidité d'exécution. Alors d'abord parce que on n'a pas à le faire sur le terrain et l'organisation sur le terrain prend du temps. Et il y a en gros souvent un facteur supérieur à 10 entre le temps passé sur le terrain et une simulation sur un ordinateur. Je dis supérieur, c'est même plus. Hein. Et donc ça permet de faire beaucoup plus d'expérimentation dans la même période de temps ou de réduire drastiquement les temps d'expérimentation. La conséquence de tout ça, c'est qu'évidemment, ça coûte moins cher puisque c'est plus rapide et on prend moins de risques. Donc, on a ici un résumé de pourquoi la simulation numérique est intéressante et de ses origines. Alors, bien évidemment, dans le domaine du dynamitage, on a exactement les mêmes mécanismes qui s'appliquent. Et si on fait un petit peu d'historique très rapidement, alors les dates que je vous donne sont des dates très approximatives, mais c'est pour cadrer un petit peu. Jusque dans les années, jusqu'à un petit peu avant 2010, jusqu'à 2008, on utilisait principalement, dans notre domaine, on utilisait principalement des tableaux type Excel comme ça, avec des formules et quelques graphiques à l'intérieur. À partir des années 2009-2010, la puissance des ordinateurs a quand même permis d'avoir des logiciels qui avaient du graphique. Hein. Alors, c'est du graphique 2 dimensions. Hein. On voit ici des courbes, des petits schémas de projection, des petites choses comme ça, avec de la couleur. Donc, la partie simulation qui se traduisait par des équations et la modélisation de ces équations s'est transformée en graphique 2D. En 2011, il est apparu une chose qui s'est un petit peu commencé à se démocratiser, très intéressante, c'est qu'on a commencé à faire de la photogrammétrie sur les mines et carrières pour capturer la géométrie du frontal. Alors, c'était encore balbutiant, ça se faisait avec des appareils photo, le mécanisme était complexe, mais la technologie a commencé à pointer son nez. Dans les années 2012-2014, ce qui est l'essor, alors on le voit en haut, on a vu arriver de la simulation 3D en laboratoire, et puis de la simulation 3D qui sortait des laboratoires, mais statique, hein, donc des représentations ici d'énergie en 3D, mais sous forme statique. À titre d'exemple, la simulation au laboratoire qu'on a au sommet de l'écran, qui représente un trou, le travail d'un trou sur une maille, il fallait plus d'une nuit dans un laboratoire universitaire sur les meilleurs ordinateurs pour faire tourner ça. Dans les années 2015, il y a eu une grosse révolution, c'est vraiment l'apparition des drones et avec les drones, la démocratisation de la stéréoscopie au niveau des images pour donc capturer la géométrie du fond de taille. Et ça c'est venu aider à la simulation puisqu'on avait maintenant accès à une information détaillée de la géométrie du fond et ça de manière facile. Dans les années suivantes, on a vu apparaître, alors, toujours pareil, de la simulation 3D statique, mais qui s'appuyait sur ces nuages de points qu'on avait la facilité d'acquérir facilement sur le terrain. 2019-2020, la simulation 4D est apparue au niveau des tirs de mine. Hein. Donc, par exemple, moi, je voulais présenter à la S2EQ en 2019 un petit peu en avant-première, et j'ai fait une présentation à l'IS2E en janvier de l'année passée. Donc voilà un peu l'historique et vous voyez qu'on est passé du tableau Excel à de l'animation 3D en un peu plus de 10 ans. Alors maintenant, je vais vous montrer les dernières évolutions de cette technologie-là. Alors pour ça, on va commencer par regarder la vidéo d'un tir de mine. Alors ça, c'est un tir dans une exploitation de carrière. Hein. Le tir va avoir lieu ici. C'est un tir sur une rangée. On va le lancer. C'est un tir sur une rangée. Il y a entre 5-6 détonateurs par trou. Alors là, ça lag un peu. Parce qu'il y a des habitations juste à l'arrière-plan. Donc on va le rejouer. Des fois, quand c'est rechargé, c'est un peu plus fluide. Pas vraiment. Vous avez les habitations là derrière. Alors, on va attendre la fin de la vidéo. Voilà. Et on va s'arrêter ici. Maintenant, on va regarder le même tir simulé.
donc dans un environnement de simulation réaliste, alors 4 dimensions, puisque 3D, fonction du temps. Donc ici, on retrouve la modélisation de la carrière. Le tir est ici. Donc on va regarder la simulation. Et vous allez voir que la simulation commence à se rapprocher très fidèlement de la partie vidéo. Aussi grâce en particulier, par exemple ici, on a pu texturer l'ensemble du modèle. Et en le texturant avec la vraie texture du terrain, ben, on obtient des choses qui deviennent de plus en plus fidèles. Donc si vous regardez le mouvement, si vous avez regardé la vidéo, on va la revoir après, il y avait une petite projection au centre, ici, qu'on voit dans la simulation. On voulait voilà. Ici, sur la partie centrale, ici, il y avait un petit peu de matériau qui avançait un peu plus vite. Maintenant, si on vient zoomer sur cette partie-là, et si on regarde le tas abattu, eh ben, on va voir qu'il y a des blocs de différentes tailles. Hein. Donc, là, on voit la fragmentation avec des blocs plus ou moins gros. Bon, ici, on les a mis en évidence en les colorisant. Et donc, là, on voit le réalisme que l'on peut avoir au niveau de la simulation. Donc là, quand on la regarde colorisée, on voit un peu mieux ce qui se passe au niveau de la simulation. Donc là, on est pratiquement aujourd'hui sur ce qui se fait de plus avancé, avec quelque chose qui est le plus réaliste possible avec la colorisation, la texturisation, le mouvement et la fragmentation du tir qui est le plus fidèle possible à la fragmentation existante. Donc là, je vous ai mis les deux en parallèle, donc on va les lancer les unes après les autres, ce qui va vous permettre de voir que les mouvements sont très similaires. Et vous allez noter ici sur la vidéo, là, ce qu'on a vu ici, là, voilà, la petite partie ici qui rajoute un petit peu. Si vous regardez le tas abattu, vous voyez que sur le tas, il est relativement fin. Vous voyez qu'ici, il est un peu plus haut, il descend. On a ici le même type de résultat. Vous voyez que là, on voit des blocs un peu plus grossiers, une fragmentation un peu plus grossière par endroit qu'on retrouvait tout à l'heure dans le tas abattu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas exactement à la même place, mais les tendances sont là, c'est-à-dire que où il y a des éléments plus grossiers, ben, on les retrouve dans la simulation. Si on regarde cette simulation, là je vous l'ai montré au niveau du mouvement. Ici, on a l'environnement autour de la carrière. Donc ici, on a la maison du plus proche riverain, hein, donc, sur lequel on s'intéresse aux vibrations. Et là, ce qu'on va faire, c'est pendant la simulation, on va coloriser en fait les vibrations en temps réel du terrain. Alors là, on est obligé de les mettre en couleur artificielle pour pouvoir visualiser les ondes. Mais vous voyez que, en même temps que le mouvement et qu'il y a un mécanisme de fragmentation, on voit les ondes se propager avec une couleur rouge pour le niveau de vibration le plus élevé et bleu pour le moins élevé, et ça jusqu'à la fin du tir. Donc en fait, cette simulation va permettre, bien sûr, avant le tir, de se rendre compte du résultat du tir, et aussi bien sur le déplacement que sur la fragmentation, que sur la partie sismique. Alors, si on regarde les principales évolutions, il y en a au niveau de la fragmentation. Donc là, vous avez un autre exemple où vous avez la simulation, et sur la simulation en bas, on a rajouté le nuage de points du tas abattu. Donc, dans la partie simulation, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les introductions de voxels à taille variable. Donc les voxels, ce sont la discrétisation du terrain en petits cubes. Et aujourd'hui, on a une discrétisation à taille variable pour la partie bloc de tir. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, on va définir une taille de bloc de 1,50 m, ça sera les plus gros, et puis ils vont se fragmenter pendant le processus
de fragmentation, alors avec une division que l'on va choisir en 2, 3, 4, 5 morceaux, ce qui va nous permettre d'avoir à la fin une représentation beaucoup plus fidèle avec, bon, ici on a choisi 3 niveaux de fragmentation, hein, une zone moyenne, une zone très fine et puis une zone assez crue. Bon, on remarque par exemple que dans cette zone-là, ici on voit 1 ou 2 gros blocs, on en voit ici, et il y a quelques blocs qui sortent dans le modèle. Bon, comme je vous l'ai dit, ça reste, bon, il ne faut pas s'attendre à les trouver exactement au même endroit, mais ça nous donne quand même des tendances assez précises et assez fines. Et puis, on a, donc ça c'est la fragmentation des voxels initiaux. Et pour le terrain, c'est-à-dire l'environnement qui est autour, donc si on veut prendre une grosse partie d'environnement, on a possibilité d'avoir des voxels de taille supérieure. C'est-à-dire que pour alléger la simulation, on va modéliser le terrain, par exemple, avec des voxels de 3 mètres par 3 mètres ou 5 mètres par 5 mètres, parce que ici, en fait, c'est très statique et on en a juste besoin pour avoir quelque chose de réaliste et que regarder où le tas va se poser, mais on n'a pas besoin d'une finesse aussi élevée que dans le bloc. Donc en fait, ces deux améliorations dans la simulation vont permettre d'abord une meilleure visualisation de la fragmentation, hein, on est de plus en plus réaliste, au-delà de la couleur, on voit la taille, et puis ça va permettre l'accélération de la vitesse de calcul, puisqu'on a des petites tailles de voxels que là où c'est nécessaire, en particulier dans le bloc de tir. Dans les améliorations, donc cette partie fragmentation, bien évidemment, on a la courbe de distribution de fragmentation. Et là, on revient sur le tir qu'on a vu au début. Donc, on voit les différentes tailles et on peut les coloriser en fonction de la distribution de fragmentation, ce qui permet de savoir que, par exemple, les blocs jaunes ici représentent des tailles supérieures à 900 mm. Voilà, que dans le vert, on est dans le 600-900 et que dans le rouge, on est dans la partie 200-300 mm. Donc, toujours pareil, c'est une fragmentation beaucoup plus visuelle et une accélération de la vitesse de calcul. Alors, au niveau de la géologie, les modèles ont fait beaucoup de progrès. Alors, bien qu'ils permettaient déjà de prendre des géologies variables, on a permis la prise en compte de ces zones de géologie variable dans l'interface, et donc pour le bloc de tir. Donc ici, sur le tir qu'on a vu, dans la partie basse, ici, il y avait une espèce de faille ouverte avec un remplissage de matériaux argileux, donc qui a été modélisé. Et donc, sur la vidéo du tir, on voyait qu'ici, ben, il y avait, quand la détonation passe, une éjection un peu plus importante due à la faiblesse du massif. On a donc retrouvé dans la simulation par la suite, due à cette prise en compte de géologie variable. Après, il est possible de prendre en compte des couches, des zones dédiées, des failles, tout un tas de choses comme ça pour rendre la modélisation et la simulation encore plus fidèles. Donc voilà, prise en compte de conditions de terrain détaillées avec un meilleur réalisme au niveau de la simulation. Au niveau de la calibration du modèle, donc il y a toujours, tous ces modèles se calibrent, hein, le modèle physique, lui, est performant, mais il se calibre hein, pour être plus fidèle au terrain. Donc la calibration aujourd'hui se simplifie avec un outil de comparaison analytique entre la forme du tas simulé et la forme du tas réel. Donc, si vous avez un tir dans une mine avec la forme du tas qui a été capturée par drone et qui est mise après, et donc, on va pouvoir superposer à cette forme de tas la simulation. Et l'outil analytique, on va se mettre en vue de dessus, va nous permettre de mesurer les écarts. Donc ici, tous les points verts sont des écarts où on est inférieur à 1 voxel d'écart, donc une taille de cube par rapport à la position réelle du tas. Les bleus, on est supérieur à 1. On a une erreur globale de 22%, sachant qu'un voxel représente 6% d'erreur. Ça veut dire qu'en gros, on a une erreur de 16% sur la forme du tas global sur toute la surface en altitude, ce qui est quand même relativement bien. Et ça permet d'ajuster et de calibrer le modèle beaucoup plus facilement.
et de systématiser le process sur chaque tir si on rentre les nouvelles données de chaque tir. Et puis, on a intégré des outils pour gérer la dilution. Alors, ces modèles-là permettent de gérer la dilution. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo d'un tir. Donc ça, c'est un tir dans une mine de fer où la zone bleue, c'est en gros le stérile, et ce qui est rouge, vert et jaune, ce sont les zones de minerai. Donc, on va voir la modélisation avec le déplacement du tir. Et une fois que les matériaux se sont posés par terre, on verra donc comment ils se mélangent dans le tas abattu, et ça va permettre la gestion de la dilution. Donc là, on se met en vue de dessus. Voilà, on va faire une petite marche arrière, on va revenir au début du tir. Voilà comment était la répartition au début, voilà comment se trouve la répartition à la fin. Alors ça, c'est la modélisation qu'il donne. Et ensuite, au niveau des outils pour appréhender ça, on va, avant le tir, donc voilà notre tir, on va par exemple dessiner ou importer 2 polygones. Donc le polygone bleu ici qui correspond à la zone dite de stérile, et puis ce polygone vert qui correspond à une zone à forte teneur à ce niveau-là. Et donc, après tir, on a la modélisation qui nous donne comment les matériaux sont mélangés entre eux. Et on va pouvoir calculer, donc le logiciel va calculer la transformation. Ce polygone-là est devenu, le bleu foncé est devenu le bleu clair, le vert foncé est devenu le vert clair. Et ces polygones, en fait, englobent tous les voxels dans leur position finale. Alors, c'est une modélisation 3D, ça veut dire que des bleus ici, il y en a un peu au-dessus, il y en a un peu en dessous, et le polygone ici va chercher tous les voxels bleus qui étaient dans le polygone bleu, dans le tas final, et en délimite le contour. On voit qu'entre le bleu et le vert ici, qui était jointif au départ, il y a une zone de mélange à ce niveau-là, où ici on va retrouver les deux matériaux intimement mélangés. Alors, on a le détail dans cette zone-là, si on va regarder en coupe, on aura le détail, mais voilà. Donc, des outils de fragmentation visuelle, de géologie variable, de calibration à partir de la forme du tas et de mouvement de polygones pour gérer la géologie. Alors, je vous l'ai montré pour la surface, hein, mais pas que, parce qu'en fait, cette simulation 4D réaliste peut s'appliquer, par exemple, en souterrain. Donc, ici, je vais vous montrer le cas dans une mine souterraine. Donc là, on a une section de la mine avec les galeries existantes qui est récupérée. Donc, c'est le nuage de points de la section actuelle. On va enlever les galeries et donc là, il y a un sautage au milieu. Bon, on n'en voit que la moitié, il est en coupe pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc là, c'est pareil, ce sont des longs trous avec un bouchon central et on voit le mouvement des matériaux. Si on remet la galerie, on va voir comme dans le tir de surface, on va voir les vibrations et sur la galerie et sur le terrain. Donc ici, on a le modèle numérique de terrain à la surface du sol au-dessus de la mine. On voit ce qui se passe, on voit comment les vibrations radient du fond de la mine jusqu'à la surface. Et puis, si on réenlève la mine, on voit le sautage finir de se dérouler au fond avec les matériaux qui s'écoulent ici dans la galerie de soutirage en bas. Donc, ça marche aussi très bien en surface. Un autre exemple, pour finir, ici, on est sur un chantier de construction dans le sud de la France, pas très loin d'où j'habite, entre Nice et Monaco. Oui, Monaco est là derrière. Une partie de falaise instable à ce niveau-là. Hein, donc, on va regarder la vidéo du tir. Qui n'était pas très bien cadrée parce qu'on ne voit pas trop le dessous, mais bon, ça, voilà. Et puis, une vidéo qui était prise depuis les arches à ce niveau-là. Et donc, ce tir-là, il a été modélisé avant pour justement que les gens soient confortables avec le résultat compte tenu de la situation. Et donc, voilà la modélisation. Donc, vous voyez que l'environnement est pris complètement en compte. On voit la route du dessus, la corniche, la route du dessous, la végétation, etc. Et puis ici, on voit la zone à miner.
Et on va voir le déroulement de la simulation qui va nous montrer comment c'était censé se passer, avec les matériaux qui s'écoulent dans la partie intérieure ici. Donc, cette simulation, c'est pour ça qu'on appelle ça 4D réaliste, parce que vraiment, on se rapproche de la réalité, aussi bien dans la prise en compte de l'environnement que du résultat. Voilà, donc pour conclure, dans ce voyage de la simulation numérique 4D réaliste, on a une approche donc réaliste, visuelle et simple des effets du dynamitage, avec une minimisation des risques liés au dynamitage critique, puisque ici on est capable d'appréhender devant son écran ce qui va se passer avant de l'exécuter. Une possibilité d'une optimisation rapide des paramètres, que ce soit fragmentation, vibration, dilution, projection, endommagement, puisqu'on va être capable de faire tourner plusieurs scénarios de simulation avec des paramètres différents et de choisir celui qui sera le meilleur pour le résultat. Et bien évidemment, une réduction des coûts liés aux essais-erreurs sur le terrain ou des coûts liés à la prise de risque. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oh, il y a deux qui... je vais commencer avec M. Mahi Braki. Oui, bonjour. Oui. Merci pour la présentation. J'ai deux petites questions par rapport à votre modèle. En fait, appliquez-vous des contraintes pour votre modèle afin d'approcher la réalité? Est-ce que vous appliquez des contraintes quand vous faites vos simulations? Qu'est-ce que vous voulez dire par contrainte? Genre les paramètres du sautage, la nature de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent jouer dans un modèle. Donc, est-ce que c'est des modèles réalistes basés sur des contraintes? Donc, plus on a des contraintes précises, plus on approche la réalité. Oui. Mais c'est des modèles stochastiques qui sont plus basés sur la simulation Monte Carlo qui vont faire qu'ils vont sortir le modèle le plus probable en se basant sur une fonction mathématique. Non, ce sont des modèles très bonne question, mais ce sont des modèles complètement déterministes basés sur de la physique et toutes les contraintes du terrain, mécanique, géomécanique, les paramètres physiques des explosifs, leur comportement et la définition du plan de tir. Donc c'est 100% déterministe. OK, parfait. Ça m'amène à ma deuxième question. Donc vous utilisez dans votre modèle, j'ai remarqué que pour le C, c'est comme des cubes. Et la taille des cellules, est-ce qu'elle est adaptée en fonction de l'énergie? Et c'est quoi l'impact du voxel, de la taille des cellules par rapport à l'erreur du modèle? Et est-ce qu'on peut avoir plus qu'un modèle? Oui. Alors, le paramétrage de la taille de ce qu'on appelle le voxel, donc la cellule élémentaire de discrétisation du terrain, c'est un paramètre qui est choisi par l'utilisateur. Alors, ça s'adapte en fonction de la configuration. C'est clair que si vous êtes sur un dynamitage de surface dans une mine avec des grandes mailles, le fait de mettre des voxels de 10 cm n'apportera rien, si ce n'est qu'augmenter le temps de calcul. On va plutôt travailler avec des voxels de 1 mètre à 2 mètres de côté. Maintenant, si vous êtes dans un tir en souterrain, dans une galerie où la largeur de la galerie fait 5 mètres, eh ben, c'est sûr qu'il va falloir mettre des voxels de 10 cm ou même peut-être de 5 cm pour que le mouvement et la fluidité du mouvement et le réalisme soient le meilleur. Mais ce n'est pas forcément la plus petite taille de voxel qui va donner le meilleur réalisme. Parce que la taille de voxel, elle est aussi liée, par exemple, à la taille de la structure géologique. Si vous avez des bancs qui font 2 mètres d'épaisseur, si vous modélisez avec des voxels qui font 50 cm, c'est clair que la plus grosse dimension de fragmentation que vous allez avoir, ça sera 50 cm. Donc, si vous avez des bancs de 2 mètres, on va mettre des voxels de 2 mètres au départ, qui, eux, se fragmenteront automatiquement par la suite en sous-taille de voxel. Donc, c'est vraiment un paramètre adaptable et qui va dépendre de la configuration.
Parfait, je vous remercie. Thierry, j'avais une question de M. François Plâtre sur questions et réponses. Comment intègres-tu la réalité de la foration, déviation, virgule, 3 petits points? Alors, la foration, si on dispose d'une mesure de déviation qui est soit obtenue par la foreuse lorsqu'on a des foreuses intelligentes, soit un outil de mesure, genre une sonde de mesure de déviation, on importe la déviation et elle est prise en compte dans le modèle puisque les trous sont modélisés avec leur forme réelle, donc avec leur déviation. OK. On va passer à une dernière question. Je suis désolé, on est comme un peu limite dans le temps. Je vais passer à Chakunte Désolé si je prononce mal votre nom. Allô? Oui. Oui. Est-ce que je suis écouté? Oui. Ok, moi c'est Chakunte Magou, j'appelle depuis le Cameroun. Alors, ma question, c'est vrai que la première question de mon collègue qui est passé en premier a quand même fait allusion également à cela, concernant les caractéristiques des explosifs à utiliser. Oui. Donc, ce que je veux savoir, c'est présentement, nous utilisons les logiciels comme ShotPlus, comme GKC Blast. Quelle est vraiment la grande différence entre ce nouveau logiciel et ces logiciels-là? C'est vrai que dans votre développement, j'ai vu certaines différences, mais je me demande, puisque j'utilise déjà ces paramètres, ces différentes caractéristiques de la roche pour faire, je vais dire, pour préparer mon outil. Alors, quel est le plus, c'est-à-dire les points culminants de différence entre ces logiciels ShotPlus et ce nouveau logiciel dont vous aviez essayé de décrire son utilisation? Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail là-dedans, mais ce qu'il faut voir, c'est vraiment la nouveauté dans ce type d'approche, c'est vraiment la modélisation dite 4D, c'est-à-dire de disposer du mouvement avec le temps, donc quelque chose de dynamique, hein, une simulation dynamique qui prend en compte un environnement le plus réel possible. Hein, donc là, on sort vraiment de la modélisation pour prendre en compte l'environnement réel, et la modélisation s'appuie sur des phénomènes physiques, et vous avez simultanément la modélisation de la fragmentation, du mouvement, des vibrations. Donc c'est un modèle global complet sur un environnement très réel. Après, si vous voulez qu'on en discute plus en détail, vous m'envoyez un petit courriel, je vais mettre mon adresse mail et puis on discutera de ça en dehors de la session. Ça me fera vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Si vous voulez, tantôt, à la pause de 10 heures, vous pourrez toujours poser des questions à M. Bernard. Là, on va passer à notre deuxième présentation. On remercie M. Bernard. On va passer à notre deuxième présentation avec M. Sébastien Lambert